C'est bon? C'est bon? Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes jeudi, et on va commencer cette nouvelle série de conférences par un thème: donner un nouveau souffle à son outil productif. Sur moi, j'ai sur le plateau Sandra Levasseur. Bonjour Sandra. Bonjour. Vous travaillez chez ST Microelectronics. En quelques mots? C'est bien ça. Donc, je travaille chez ST Microelectronics depuis 1997, donc quelques années maintenant. Je dirige une unité de fabrication. Bon, je décrirai un petit peu tout à l'heure les différentes phases et les différents types d'unités qui se trouvent en Isère à Crolles. Donc une unité sur un site de quasiment 5000 personnes, qui fait partie des plus gros sites industriels français, des 10 plus gros sites en France. Bon, voilà mon parcours. Après une école d'ingénieur à Grenoble, j'ai intégré l'entreprise, pas tout de suite en production, puisque j'ai été ingénieur produit pendant quelques années. Puis j'ai rejoint le monde de la production, monde passionnant et vraiment très, très captivant. J'ai fait un parcours de manager de production dans plusieurs types d'équipes. Donc la spécificité de nos sites, c'est qu'on travaille 24 heures sur 24 et 365 jours sur 365. Donc il faut gérer toutes les équipes qui se relaient pour produire nos produits. Et voilà. Et donc ça m'a amené à la direction de l'usine il y a 2 ans maintenant. Sur le plateau aussi, Romain de Tellier. Bonjour Romain. Bonjour Eric. Alors vous dirigez Arc Industrie. En quelques mots. Alors Arc Industrie Group, maintenant, c'est une petite entité industrielle de 2 entreprises. 2 tôleries industrielles en Isère, une qui s'appelle Arc Industrie qui est à Voiron, on est 25 à peu près. Donc on transforme de la tôle à plat en plein de pièces mécaniques pour l'industrie. Et une deuxième entité depuis 1 an et demi qu'on a rachetée qui s'appelle Laser Technique et qui est voisin de ST, à Crolles aussi. Voilà, donc on est à côté du chantier de Crolles avec voilà, une ville qui est en train de se construire à côté de nous. Une ville au sein du groupe ST. Alors sur le plateau, il devait aussi y avoir Christophe Lebihan qui malheureusement n'a pas pu venir donc, du groupe Mitilimer. Donc nous serons tous les 3 sur le plateau. En fin de conférence, on aura à peu près 10 minutes. Donc si vous voulez interagir, poser des questions, n'hésitez pas. Ça nous fera d'ailleurs plutôt plaisir. Et on est sur une conférence qui est assez intéressante parce qu'on va parler vraiment de renouveler un parc machine, transformer un site de production afin de gagner en performance industrielle ou en qualité produit, sécuriser sa supply chain. Autant de sujets qu'on va essayer de balayer. Romain de Tellier, j'avais envie de vous poser un petit peu une question abrupte comme ça. Vous avez une histoire industrielle où tout ce que je viens de citer, vous le vivez plus qu'au quotidien. Alors oui, comme tout industriel, je dirais, la particularité de mon parcours, c'est qu'on m'a confié un peu trop tôt la direction, les clés d'une usine. J'avais 26 ans, donc je ne savais rien faire. J'avais fait mon IUT avec une école d'ingé, les arts et métiers à Cluny avec un cursus franco-allemand. Donc certes un parcours qui donne beaucoup d'outils, mais j'ai jamais eu le temps d'avoir de l'expertise. Au bout de 2 ans de passage aux méthodes dans l'organisation de production, dans la recherche de la performance, dans l'amélioration continue, j'ai pris très vite une direction d'une usine de 40 personnes comme salarié. Après, dans une entreprise plus grosse au sein du groupe Poma, une filiale du groupe Poma, les remontées mécaniques, où il y avait 80 salariés, une grosse chaudronnerie. Et après, impatient que j'étais, je suis allé racheter une entreprise à 32 ans. Donc j'ai racheté une PME de 17 personnes. Je ne savais pas qu'il fallait de l'argent pour acheter une entreprise et ça a marché quand même. Donc c'était l'époque où on prêtait plus facilement, hein. C'était moins difficile qu'aujourd'hui. Donc j'ai été plus dans une construction d'un business avec une vision sur 40 ans en fait, en me disant tiens, moi je vais bosser les 40 prochaines années. Comment je vais
faire de cette entreprise quelque chose qui me botte et comment je vais demander aux salariés de m'aider à devenir le chef qu'ils ont envie d'avoir. Donc une des premières phrases que je leur ai dit, c'était « Faites de moi le dirigeant que vous voulez avoir, parce que moi je ne connais pas mon job et vous allez me l'apprendre ». Et ça a donné le ton de, bien sûr, la posture managériale, mais tous les choix et les décisions, et pour revenir au sujet, les décisions qu'on a prises, qui étaient assez ambitieuses, ont été prises en équipe et de manière très très collaborative. Sandra Lavasseur, je vous fais rebondir parce que vous, votre cursus n'est pas tout à fait le même, mais quand des salariés demandent aux dirigeants en fait, de le former, c'est quoi votre réaction autour de ça? Bon, alors c'est sûr, c'est pas tout à fait le même parcours, hein. Le groupe auquel j'appartiens, c'est un gros groupe. On est 50 000 salariés dans le monde, 12 000 en France, et l'unité que je dirige, c'est 1300 personnes. Donc on va dire le parcours est vraiment complètement différent, et effectivement on va dire le fait d'être catapulté sans expérience, ça n'a pas été du tout mon cas, puisque j'ai une longue expérience dans la production, et donc j'ai appris tout au long de mes différentes expériences. Évidemment dans des gros groupes, on va dire la carte d'identité et les profils des managers sont assez standardisés, on va dire, et donc on a quand même tout un pack de formation, de training managériaux qui nous amène à cascader le modèle de leadership du groupe, hein, très clairement. Voilà, donc c'est quand même un tout petit peu différent, mais évidemment, on veut toujours et on fait tout ce qu'il faut pour être le manager que les gens attendent qu'il soit. Et bien évidemment, et celui-là, c'est celui aussi dont on attend que le nôtre soit, je dirais. Donc c'est plutôt ça, moi, qui m'a guidée dans mon identité managériale. Alors, je rebondis aussi sur la question que vous avez posée par rapport au thème qui est donné un nouveau souffle à son outil productif. Et juste pour expliquer le contexte, donc en France, ST Microelectronics, c'est 12 000 employés et c'est 4 sites de production, Crolles en Isère, Rousset à côté d'Aix-en-Provence, Tours et Rennes. ST Microelectronics, on fabrique des puces dans le semi-conducteur dont on entend beaucoup parler en ce moment. Ces puces, alors ST n'est pas forcément très connu par tout un chacun, parce qu'on n'a pas d'objet ST sur soi, mais vous avez tous, et j'en suis absolument sûre, des puces ST sur vous, puisque nos dispositifs ils vont donc dans les smartphones, dans tout type d'objets connectés. Donc quand je dis tout type, ça peut être des dispositifs médicaux, ça peut être une brosse à dents, ça peut être voilà, des choses diverses et variées, des montres connectées. Et puis aussi et surtout dans l'automobile, hein, puisqu'il faut savoir aujourd'hui qu'il y a à peu près 1 millier de puces électroniques dans les autos, dans les voitures, que ce chiffre augmente avec l'électrisation des véhicules. Et donc vous avez tous des dispositifs ST Microelectronics sur vous, chez vous ou dans votre environnement. Voilà. Donc ça c'était pour la présentation du site. Alors on fabrique des puces, mais à Crolles on ne fabrique pas des puces, on fabrique des plaques, parce que les puces elles sont collées toutes sur des plaques. Et donc tout à l'heure, vous parliez du nouveau site qui est en cours de construction à Crolles. Dans les usines les plus avancées, la taille des plaques est plus grosse. Donc sur le site de Crolles, il y a 2 unités. Une unité ancienne qui a été construite en 92, qui est celle que je dirige, et une unité qui est en cours de construction, dont on a beaucoup entendu parler dans les médias récemment, puisqu'il y a une coopération avec une fonderie américaine, Global Foundry, qui a fait l'objet de la visite du président Macron au mois de juillet d'ailleurs. Voilà, et qui est une usine plus récente. Donc dans l'usine plus ancienne que je dirige, ce thème est vraiment central, puisqu'elle a 30 ans, on a fêté nos 30 ans l'année passée. Et j'ai envie de dire qu'on modernise une usine pour moi, pour plusieurs raisons. Donc une raison, alors vous avez parlé de compétitivité, mais je pense que ce n'est pas la seule. Une des raisons, et c'est un lien aussi avec le bien-être de nos salariés, c'est l'ergonomie. Parce qu'effectivement, les équipements, les machines qu'on avait il y a 30 ans étaient ergonomiquement pas celles qu'on a aujourd'hui, pour produire, mais aussi pour les maintenir. Donc c'est une première raison. La deuxième raison, c'est l'obsolescence des équipements. Donc on a des équipements de très haute technologie qui ont été fabriqués il y a 30 ans, et parfois on n'arrive plus à trouver d'équipements, enfin de pièces pour maintenir et pour réparer ces équipements, et qui nous forcent à les remplacer et à renouveler ces équipements-là. Et puis la troisième raison, bien sûr, c'est la compétitivité. Et la compétitivité, je dirais, sur 2 axes. La première, c'est la productivité, parce que robotiser, c'est effectivement réduire le nombre de personnes nécessaires pour faire tourner l'outil.
Mais c'est aussi la productivité des équipements, puisque les équipements récents ont un débit qui fait qu'on produit plus avec la même empreinte au sol. Et dans nos usines, l'empreinte au sol est très très importante parce qu'on travaille dans des salles blanches. Donc à Crolles-de-Sang, des salles blanches de classe 1 parce qu'on a un environnement très très contrôlé, puisque la moindre particule peut détruire finalement la puce. Et donc les mètres carrés de salles blanches sont très très chers, d'où l'importance pour nous d'avoir des équipements à gros, ce qu'on appelle throughput, gros débit, pour pouvoir optimiser l'empreinte au sol. Vous sortez combien de plaques jour? Alors on sort 8000 plaques par semaine. Mais dans le monde du semi-conducteur, je dirais que c'est pas tout le temps représentatif de l'activité parce qu'on a des... Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de la fabrication de semi-conducteurs, mais c'est 200 à 300 étapes. Hein. Donc, on n'a pas des chaînes linéaires du tout. C'est vraiment des chaînes en spaghetti, c'est-à-dire que les équipements revoient les plaquettes arriver à plusieurs fois dans leur vie. Notamment, l'atelier clé chez nous, c'est la lithographie. C'est là où on va exposer et définir les motifs. Et donc, quand je dis que le nombre de plaquettes n'est pas forcément représentatif de l'activité, on a, selon les marchés qu'on adresse et selon les produits qu'on fabrique, des produits qui vont passer 10 fois en lithographie, et donc, on va dire, avec 50 opérations, 60 opérations, et puis des produits beaucoup plus complexes qui vont y passer 30, 40, 50 fois, et donc qui vont nécessiter beaucoup, beaucoup plus de temps à fabriquer. Donc voilà, donc nous on a 8000 plaquettes par semaine, on est plutôt sur des produits avec des assez longs temps de cycle, et donc une complexité assez importante sur notre marché. Romain, vous parliez tout à l'heure justement de monter un business model. Alors on n'est pas sur des plaques, on est plutôt sur peut-être du plus rugueux. Comment ça se passe? Alors, avant de réfléchir au nouveau business model, ça a été de dire, j'ai racheté une entreprise qui datait de 1981, qui était une entreprise saine, où il y avait eu des investissements précurseurs dans les années 80, un premier robot de soudage en 88, je crois, première machine de découpe laser en 1990. C'était précurseur. Il y a eu ensuite les premières machines combinées laser et poinçonnage, pour ceux qui connaissent un peu le métier de la tôlerie. Il faut aller dans le hall 6, hein, il y a toutes les machines. Donc c'était une entreprise qui avait investi, soutenue par un client qui représentait 90% du chiffre d'affaires, hein, les bonnes PME à l'ancienne. Ça s'était développé. Sauf qu'en 2008, ce client a abandonné 40% de la prod pour la mettre en Chine. Et donc il y a eu quand même un coup d'arrêt à cette petite entreprise. Cela dit, le dirigeant a choisi de ne licencier personne à ce moment-là, en se disant ça va repartir, mais du coup il n'avait plus de capacité d'investissement. Donc moi quand j'ai racheté en 2016, on avait 0 € de capex, zéro amortissement, 0 crédit bail. Alors c'est bien, ça laisse des capacités d'emprunt. Il faut se souvenir qu'au moment où je rachète, moi j'ai pas beaucoup d'argent, donc j'emprunte beaucoup. On fait ce qu'on appelle on peut le dire, pas beaucoup d'argent, dites-le. Pardon? Pas beaucoup d'argent, c'était quoi? J'avais 30 000 €, c'est ce qui est beaucoup pour une personne physique d'à 30 ans. Mais pas énorme. Mais pas beaucoup pour acheter une boîte avec un bâtiment. Donc les montants c'est 1,7 million. Puis emprunter 1,7 million avec 30 000 €, de love money, etc. Donc un peu plus que 30 000 à la fin, mais voilà. Donc beaucoup d'endettement et puis comme j'avais réussi une étape qu'on m'avait dit que je ne pourrais pas réussir, j'avais envie d'aller encore plus loin forcément. Tant qu'on n'a pas pris. Vous êtes un peu tenace. Un peu ou buté peut-être, je ne sais pas. Donc on a travaillé. Je venais de plus grandes entreprises, donc l'idée c'était quand même de faire quelque chose d'un peu plus grand. Et puis quand on a 32 ans, on ne se dit pas qu'on va faire la même chose pendant 40 ans. Donc avec les salariés, on a travaillé sur ce qu'on voulait en fait. C'est quoi notre entreprise dans les 10 prochaines années. Et on a fait ce qu'on a appelé notre liste au Père Noël, en partant du principe que quand on fait une liste au Père Noël enfant, si on a un jouet de la liste, on est content. Et on a réfléchi comme ça, on s'est mis vraiment au niveau émotionnel de notre métier.
parce que nous, les techniciens, on aime bien les machines. Parfois, on préfère la bleue, on préfère la rouge ou la verte, mais on ne sait pas très bien pourquoi. C'est très émotionnel, alors qu'elles ont les mêmes performances. Hein. Donc, on a accepté que c'était un sujet émotionnel pour une PME industrielle. Hein. On n'est pas dans les mêmes enjeux. Juste pour rappel, vous faites x1000 la taille de nos deux entreprises. Voilà, un rapport de 1 à 1000. Donc on peut se permettre peut-être d'être plus émotionnel. Donc on a fait cette liste au Père Noël. Et là on a imaginé, et puis je poussais un petit peu pour imaginer un peu plus gros, un peu plus loin. Et on a commencé à faire une liste qui atteignait 6-7 millions d'euros d'investissement pour une boîte qui ne faisait pas encore 3 millions de chiffre d'affaires annuel. Donc forcément, c'était un peu trop pour nos capacités, mais je suis allé voir les banques avec un plan à 3,5 millions, 4 millions sur 5 ans. Et en fait, s'il y a des entrepreneurs, je vous invite vraiment à penser un truc, c'est plus c'est gros, plus ça passe. Hein. Le banquier, il préfère prêter 1 million, 2 millions plutôt que 50 000. Donc, au-delà de ça, si l'histoire est crédible en face, ça passe. Donc on a pu faire le premier investissement qui était de l'ordre de 900 000 euros, qui a complètement transformé l'entreprise parce que c'était une machine de découpe automatisée avec une digitalisation en amont beaucoup plus poussée, une organisation de la prod beaucoup plus poussée. Associé à ça, il a fallu installer un ERP, réfléchir à toute la partie commerciale aussi, dans l'ERP véritablement piloter nos achats. Enfin voilà, on reprend la base, la PME patrimoniale qui a une ambition industrielle. Donc c'est de ça dont on est parti en équipe. Et puis on a pu avancer et finalement en 4 ans et demi on a investi un peu plus de 4 millions parce qu'il s'est agi, en plus de tous ces enjeux-là, de réfléchir dès 2017 à la question énergétique. On était dans un vieux bâtiment et moi je voyais le poste de charge électricité, gaz qui gonflait. On n'était pas dans la crise de 2021, encore 2022. Et voilà. Alors, smart or lucky, un peu de chance sûrement, mais on a fait des choix qui ont complètement changé les choses en 2017 et qui font que 2022, on a une facture moins chère qu'en 2018. Avec 2 fois plus de chiffre d'affaires. Mais je ne dois pas le dire trop fort, il y a des concurrents pas très loin. Vous avez, pour vous relancer un petit peu autour de ça, vous avez aussi choisi vos clients, non? Alors, comment ça s'est passé? Parce que bon, on a un nouvel outil productif. Est-ce que les clients, ils reçoivent cette modernité, mais vous devez aussi les chasser, en chasser de nouveaux? Alors, il y a d'abord la position de je récupère les clients et j'essaie de les garder. J'ai 32 ans, je suis personne, les gens ne me connaissent pas. Je vais les voir et ils se disent qu'est-ce qu'il va faire? Voilà. Est-ce qu'on va pouvoir compter sur cette boîte demain? Donc, je donne le projet, je donne l'ambition et il y a déjà 2 clients, enfin un client grand compte vraiment bien installé, le client historique, et un autre qui est en train de s'installer plus durablement. Et qui de mon point de vue, est plus stratégique. Donc, je présente le projet et puis on comprend qu'il y a une attente de toujours plus de services, toujours plus de supply chain complexe et que du coup, l'entreprise doit bouger d'une entreprise industrielle qui fabrique des éléments en tant que sous-traitant à une entreprise de sous-traitance de services. Donc, on doit amener beaucoup plus de valeur au produit, tout en continuant à le fabriquer. Et il n'était pas question de renier notre métier de taulier, mais d'amener beaucoup plus d'éléments dans la supply chain, dans la qualité de service, dans donc la qualité, le taux de service, les opérations de sous-traitance, l'assemblage, etc. Donc on a présenté un plan qui allait dans ce sens-là, et les investissements associés étaient complètement dans ce sens-là. Comment est-ce qu'on automatise pour que finalement la prod, ça soit qu'une étape, et que tout le reste, la structure, permette d'assumer le service supplémentaire. Donc, on a choisi de travailler des nouveaux clients, donc d'aller chercher des nouveaux clients. Et je me souviens, c'était ici, en 2017 ou 2018,
fort d'une grande naïveté encore, je rencontre un ancien collègue qui était dans une autre boîte qui achetait de la tôlerie. Et je lui dis, oui, mais tu sais, nous, on ne commence pas en dessous de 500 000 € par an pour un nouveau client. Il me dit, bah, ça tombe bien, j'ai 2 marchés, un à 800 et un à 400, mais bon, on démarra peut-être par le petit. Donc c'était vraiment du culot, peut-être limite arrogant, mais ça a permis d'attirer l'attention d'entreprises de cette taille-là. Et on a commencé à bosser. Et là, on vient de démarrer un contrat, les séries ont été livrées en mars, qui fait 1,3 million et qui se cumule avec d'autres contrats historiques. Donc on se développe de plus en plus vite, parce que quand on arrive à transformer ces clients-là, ça fait tout de suite du chiffre d'affaires. Et les machines qu'on a achetées pendant ces années-là, je dirais, commencent seulement à s'amortir. Parce que la belle histoire, c'était qu'on a eu plein d'argent pour acheter plein de machines, mais qu'on n'avait pas assez de boulot pour les charger. Donc il y a eu des nuits un petit peu compliquées. Sandra Levasseur, vous, pour votre part, vous nous parliez tout à l'heure de ces process très très longs. Et justement, vous avez essayé de simplifier l'ensemble des processus en interne. Alors oui, on est forcément tout le temps dans une recherche de compétitivité et donc d'amélioration continue de nos processus et de nos process. Alors de nos process, on est quand même assez limité en termes d'amélioration. Bien sûr, on travaille sur les temps de recette pour les diminuer au maximum. On n'a pas beaucoup d'étapes de process qu'on peut supprimer, même si parfois on a l'occasion de supprimer quelques briques, mais c'est très très rare en fait. C'est plutôt assez figé, nos process sont assez figés. Ils font l'objet de qualifications qui sont longues chez nos clients. Donc on n'a pas tellement de marge là-dessus. Par contre, en termes d'amélioration continue, on a évidemment un programme et on s'appuie sur des méthodes lean, on va dire classiques du manufacturing, qui visent à traquer les non-valeurs ajoutées, les gaspillages dans notre vie quotidienne et notamment celle de la production. Donc on a une équipe bien sûr et puis tous nos managers sont évidemment formés au Lean et animent leurs équipes aussi dans l'esprit Lean qui n'est pas que de travailler au gaspillage mais aussi donner la vision, donner de la logique, comprendre le pourquoi on fait les choses, etc., etc. Donc il y a effectivement un gros programme et notamment dans notre unité qu'on a relancée il y a 2 ans pour accompagner justement tout ce renouvellement. Je voulais rebondir sur ce qui était dit précédemment et notamment sur les investissements et le besoin de rentabiliser ces investissements. Et je pense que quelle que soit la taille de la structure, c'est évidemment un enjeu majeur. ST, alors c'est pas du tout les mêmes, on parle pas du tout des mêmes ordres de grandeur, mais néanmoins, on va dire le challenge est le même. ST va investir en 2023 4 milliards de CAPEX, tout dans le monde. Voilà. Non, mais comme dit Romain, plus c'est gros, plus on prête finalement. Ça passe. Donc ces 4 milliards, ils vont contribuer à augmenter les capacités et donc dans les usines les plus récentes et aussi à renouveler les parcs de certaines des usines. Pour ma part, sur mon unité, c'est quelques dizaines de millions de dollars. Qui vont servir à renouveler le parc, pas forcément à augmenter la capacité. Et évidemment, chaque fois, on a un enjeu de comment on amortit au mieux ces équipements. Donc voilà, même si les chiffres sont énormes, à la fin, dans chaque unité de production, on a vraiment cet enjeu majeur de rentabiliser les équipements et de les amortir au mieux, c'est clair, même si les investissements sont beaucoup plus gros. Et donc, quand vous parlez de ligne d'excellence opérationnelle, ça se traduit par un programme interne de formation. Comment vous développez ça ? Oui, alors il se trouve que dans mon parcours professionnel et juste avant de diriger cette unité-là, j'étais en charge de l'excellence opérationnelle pour les sites de manufacturing de ST. Donc on a on va dire un programme global dans toutes les usines et puis des programmes locaux. Alors oui, c'est des programmes de formation d'ailleurs qu'on fait à Aix-en-Provence avec nos collègues de Rousset. On envoie nos personnes de 2 jours en formation, tous nos managers. Et puis c'est un accompagnement sur le terrain. Donc on a une petite équipe d'excellence opérationnelle qui va guider, qui va déjà battre la cadence sur les chantiers, puisqu'on a des chantiers d'amélioration continue dans tous les ateliers en permanence, et puis qui va donner les méthodes. Donc on parle de VSM, on parle de SMED, on parle d'A3, etc. Donc tous les outils classiques du Lean. Ouais.
Côté énergie, comment vous faites? Côté, pardon? Énergétique, la facture. Alors, comment on fait? On subit bien sûr ces vents contraires qui nécessitent d'ailleurs, qui nous forcent à aller plus vite dans les programmes de réduction de coûts et les programmes d'amélioration très clairement. Alors on subit, bien sûr, comme je dirais toutes les entreprises et tout un chacun individuellement d'ailleurs. Même si évidemment les contrats sont négociés avec les partenaires, mais on a une augmentation très très importante des prix. Alors en 2000, dans les années qui viennent de s'écouler, bien évidemment, vu la dynamique du semi-conducteur, il y a eu quelques hausses de prix qui nous ont permis d'amortir, ce qui ne sera pas forcément toujours le cas. Et donc, dans ce contexte-là, tous les programmes de réduction de coûts et d'amélioration de la productivité sont d'autant plus importants, même si on sait qu'on n'absorbera pas toutes ces hausses de coûts énergétiques que sont l'électricité et le gaz, puisqu'on est gros consommateurs d'électricité, effectivement, dans nos usines. Ouais. Côté, j'avais une question aussi. On l'entend sur tous les stands de ce salon, c'est le problème du recrutement. Alors, peut-être qu'on est sur un rapport de 1 à 1000, mais comment vous le vivez? Alors, du coup, on a eu une croissance qui a pu se gérer pas mal par cooptation jusqu'à présent. Et surtout, notre outil productif a permis de générer beaucoup plus de valeur par tête. Donc, on n'a pas eu encore un recrutement gigantesque jusqu'à présent. On est passé en 5 ans de 17 à 25 sur le site principal. Et sur la société Laser Technique qu'on a rachetée en 2021, on a eu 2 recrutements. Alors, passer de 10 à 12, ça fait quand même toujours 20%. Mais on a 2 recrutements, dont un soudeur. Et effectivement, le soudeur, on a mis plus d'1 an pour trouver quelqu'un qui n'était pas forcément au niveau technique, mais qui était dans l'approche qu'on souhaitait. Pour Arc, à Voiron, là où il va y avoir des recrutements, on va venir après sur les enjeux qui arrivent pour nous avec la construction d'une nouvelle usine et une ambition de doubler en 5 ans à nouveau. Les recrutements qu'on a pu faire, ça a été d'abord par de l'intérim et en fait une sélection déjà au niveau de l'intérim. On recrutait nos intérimaires plus que ce qu'on le faisait auparavant par un parcours qui les intégrait véritablement. Et puis il y a une culture d'entreprise qui s'est développée. Et aujourd'hui, le pari, il est là-dessus. La vision de l'entreprise qui a été choisie par les salariés, c'est faire de l'aventure humaine l'âme de l'industrie du futur. Donc cette phrase-là, elle est assez forte. J'aurais pas osé moi-même peut-être mettre le mot l'âme dans cette vision, cette raison d'être d'entreprise, mais je la signe des 2 mains sans problème. Mettre les personnes au cœur d'une ambition industrielle, c'est les phrases qu'on entend partout, mais quand vous l'écrivez en gros, vous avez intérêt à le faire. Et donc ça doit se traduire tous les jours dans la culture. Donc il y a 3 axes principaux. C'est la considération de chacun chaque jour. D'abord comme une personne avant d'être un travailleur, d'avant d'être une performance. Et donc l'acceptation qu'on ne soit pas à 100% tous les jours. On a parlé des émotions pour acheter des machines. On a le droit d'avoir des émotions le lundi matin parce qu'on a passé un week-end de merde ou parce qu'on a eu des mauvaises nouvelles dans sa vie privée. Le deuxième point, c'est la permanence d'une relation adulte-adulte. C'est-à-dire qu'on casse la relation dirigeant-salarié, manager-opérateur, manager-managé. Dès qu'il y a un sujet, on est 2 adultes en train de le traiter ensemble. Et du coup, ça permet... Alors, ça demande du temps pour changer ces habitudes-là. Naturellement, quand on est salarié, on attend que notre patron, notre manager nous donne la voie à suivre. Et en plus, si on se plante, on va se faire taper dessus. Donc, il faut à tout prix admettre le droit à l'erreur. C'est la 3e chose. Et revenir en permanence, dès qu'il y a un truc en disant c'est toi qui décides, non, on va décider ensemble. Et il ne s'agit pas que le manager change sa position de responsable, c'est d'assumer la responsabilité, mais c'est de la prendre ensemble. Et donc du coup, sur le sujet qui nous concerne aujourd'hui, quand on décide véritablement ensemble pour donner un nouveau souffle,
je peux vous assurer que les salariés, ils sont complètement investis sur les nouvelles machines. Nous, là, sur un salon comme Global Industries, tous les salariés sont invités à passer une journée sur le salon. Donc, il y a 5-6 voitures sur les 4 jours qui viennent. Ah, c'est l'heure? Non, c'est bon. Ah, c'est bon, ok. Il y a 5-6 voitures. Enfin, voilà, les salariés viennent, 80% viennent et font ce qu'ils veulent sur le salon. Donc, ils font leur veille. Donc, ils font leur veille. Je crois que ça a coupé, non? Ça marche non, ça marche. Excusez-moi. Donc, du coup, cette implication au quotidien et cette cohérence globale, elle commence à diffuser. Et du coup, les gens parlent de l'entreprise autour d'eux. Maintenant, on met ça à l'échelle d'un petit territoire, d'une petite entreprise, mais on ne va pas faire 1000 recrutements, nous. Si on en fait une vingtaine dans les 3 prochaines années, mais il va falloir qu'on prenne des gens qui ont envie de s'investir dans une aventure de PME, qui ont envie d'apprendre des nouveaux métiers, parce qu'on ne trouvera pas des gens déjà formés, qui ont envie de parier sur des investissements à venir, qui ont envie de parier sur des nouveaux business, parce qu'effectivement, on réfléchit au business de demain, mais ça sera la question d'après. Tout à fait. Alors, et pour vous, Sandra, parce que c'est pareil, chez vous, il y a du job dating, il y a beaucoup de canaux pour dire venez travailler chez ST. Oui, absolument. Oui, alors effectivement, donc, sur la partie, on va dire, recrutement, il y a 2 problématiques en fait. La première, c'est trouver des personnes, et la deuxième, c'est les garder. Donc trouver des personnes, alors effectivement on est un gros groupe, mais comme je le disais au début, pas forcément connu dans toute la France, hein, parce que le branding ST n'est pas, on n'a pas d'objet purement ST. Donc on fait cet effort de communication, d'expliquer ce qu'on fait, hein, quels sont nos produits et pourquoi on les fabrique. Donc ça c'est la première chose. On est présent, très présent, on a développé notre présence dans des salons, sur les réseaux bien évidemment. Donc tous ces nouveaux, on va dire, médias, les job dating dont vous parlez, on les a organisés au Stade des Alpes, effectivement des gros événements avec des recrutements sur toute une journée, parce que les volumes effectivement sont très importants. On a des centaines de candidatures et des centaines de recrutements sur l'année 2022 et aussi à venir en 2023 pour tout type de métier. Excusez-moi, je vous coupe. En chiffres à peu près, en termes en ingé, en, voilà, c'est ce que j'allais dire. Technicien, c'est combien? Voilà, aujourd'hui, sur notre site de 5000 personnes sur Kroll, on a à peu près 2500 opérateurs et techniciens, et donc le reste d'ingénieurs. Donc c'est à peu près moitié-moitié. Voilà, donc on recrute effectivement des opérateurs, des techniciens de maintenance principalement, mais aussi des techniciens plus qualité sur les procédés. Et puis des ingénieurs. Alors là, les ingénieurs, on a beaucoup de personnes en R&D hein, sur le site de Kroll. On a 1500 personnes en R&D et le reste en manufacturing. Donc en conception aussi, parce qu'il faut avoir en tête qu'on n'est pas qu'un fabricant de semi-conducteurs, mais on conçoit. Donc ça veut dire qu'on fait du design. On a toute la R&D associée aux technologies, mais aussi aux produits. Donc c'est vraiment toute la chaîne de conception, fabrication et vente de nos produits qui nécessite ces recrutements. Voilà, donc recruter, alors évidemment la visibilité sur les salons, sur les réseaux sociaux est importante et on fait beaucoup d'entretiens et de recrutement via les job dating mais aussi tout au long de l'année. Et puis après, garder les personnes. Et là, bien évidemment, on va dire toute la gestion de la personne. Et évidemment, de la personne avant le salarié, elle a tout son sens, et même dans une grosse structure, hein, puisque nos managers, bien évidemment, sur le terrain, ont cette proximité qui fait que la personne va se sentir bien, elle sait pourquoi elle vient travailler et elle se sent bien dans l'environnement professionnel. On est un gros site, donc on travaille aussi sur l'environnement de travail. Les bureaux, mais aussi tout ce qui est lié au bien-être sur le lieu de travail. On a des programmes et des actions sur ce sujet-là. Et puis le positionnement salarial aussi, qui est important, hein, il faut le dire, où on a, sur ces dernières années, fait les actions nécessaires pour que le positionnement de ST soit attractif dans notre bassin qui est aussi très dynamique, hein, il faut le dire. On est dans une région dans laquelle le bassin d'emploi est vraiment très compétitif. Alors justement, en revenir un petit peu sur ce bassin d'emploi isérois, normalement, vous ne devez pas avoir de problème de recrutement parce qu'il y a de l'école d'ingé, il y a quand même pas mal de formation aussi qui est proposée. Oui, en Isère, on fait partie des 3 départements avec le plus faible taux d'emploi, de plus faible taux de chômage, pardon. On est à moins de 5%.
Et malheureusement, en France, 5%, c'est le plein emploi. Donc on a quand même on a des grosses difficultés, tous et tous les métiers. Il n'y a plus de métiers en tension, il n'y a que des métiers. Toutes les entreprises sont en tension sur les recrutements, que ce soit le service, les ingénieurs, etc. Et l'INP et les écoles locales ne sortent pas 200 ingénieurs, sortent 150 à 200 ingénieurs par an. Les recrutements sont un peu supérieurs. Et il se trouve qu'il n'y a pas que ST sur le territoire. Il y a des voisins dans la microélectronique qui sont Soitec qui recrutent énormément. Il y a Capgemini qui prend beaucoup de place aussi sur le territoire. Il y a Caterpillar, il y a Schneider. Donc on a quand même des gros acteurs qui tirent un bassin d'emploi énorme. Et en fait, il y a aussi toute une industrie traditionnelle telle que celle qu'on fait, la tôlerie, la chaudronnerie, qui apporte quand même, qui fonctionne assez bien sur ce territoire, notamment porté par toute la question de l'hydrogène, qui sur Grenoble est assez forte, et la question de l'hydro historique, depuis 200 ans, sur le territoire isérois. Vous rajoutez un peu de tourisme à tout ça, parce qu'il y a des montagnes. Ça fait qu'on a un bassin qui est un peu tendu au niveau de l'emploi. Et j'ajouterais aussi qu'on a parfois l'image des métiers industriels et on va dire de la production, des métiers de la production et du manufacturing qui n'est pas forcément l'image positive qu'on aimerait que les gens aient. Donc on fait des efforts pour valoriser ces métiers qui sont très diversifiés et qui sont passionnants. Et je pense qu'on a aussi beaucoup à faire et on a beaucoup fait pour donner une image positive et donner l'envie aux jeunes filles, parce qu'on a cet effort aussi à faire aux jeunes filles et aux garçons qui sortent des études, de rejoindre ce milieu du manufacturing, de la production, qui n'est pas forcément celui dont on rêve quand on sort d'une école d'ingénieur et qu'on est jeune débutant dans l'industrie. Mais finalement, là, on vient de voir on a parlé des 3 enjeux sur le thème de ce qui se passe là. Le premier truc, c'est la question managériale. Dans l'industrie, redonner un nouveau souffle, ça ne se fait pas par la décision unilatérale de manager. Donc ça se fait en équipe, avec une équipe, pour que l'équipe s'approprie le nouvel outil. Il y a la question financière, évidemment, avec tous les enjeux de performance que ça associe. Et la troisième, c'est les conditions, l'environnement. La digitalisation est associée à cet environnement que vous décriviez à l'instant. On digitalise tous les métiers, on améliore les conditions de travail. Dès qu'on fait un investissement, on réfléchit à comment ça va simplifier la vie des salariés pour faire encore mieux leur job sans se fatiguer, en se fatiguant le moins possible. On a d'ailleurs, quand on fait ça correctement, avec les services de la CARSAT, on a aussi des aides. Donc les services de l'État sont aussi là pour nous aider à redonner ce nouveau souffle. Si on s'y prend dès le début avec eux, on a beaucoup de soutien. Donc pour moi, c'est vraiment ces 3 aspects, modernisation, digitalisation, robotisation, etc. Mettre les personnes au cœur de l'organisation. Et puis, bien gérer les sous pour avoir une meilleure performance. Et je rajouterai un dernier, et je m'arrête là. On a la question du sens. Et aujourd'hui, nous, on se pose la question véritablement. On est rentré dans la Convention des entreprises pour le climat. Et ça bouscule pas mal quand on se dit quel impact on va laisser dans les 20 prochaines années. Donc on réfléchit déjà au virage qu'on va faire pour entrer dans un business dit régénératif ou en tout cas à impact le plus nul possible, quoi. Vous êtes obligé de penser décarbonation de toute manière. Complètement. Alors ST, on est depuis très longtemps impliqué dans les sujets environnementaux avec le décalogue de l'environnement qui a plusieurs dizaines d'années.
Et notre ambition, c'est d'atteindre la neutralité carbone en 2027 pour la compagnie Worldwide. Voilà. Donc effectivement, c'est un enjeu. Et d'ailleurs, quand on reçoit des jeunes en entretien de recrutement, on voit très clairement que pour les jeunes générations, c'est un enjeu important. Et on a beaucoup de questionnements autour de ces sujets, autour du positionnement de la compagnie versus l'environnement. C'est vraiment un marqueur assez différent d'il y a 10 ans. Et ça va le devenir de plus en plus, même pas que pour les jeunes, parce qu'on va prendre un peu plus conscience de ce qu'on est en train de faire à notre belle planète. Je dis ça, nous, on fait beaucoup d'inox, beaucoup de nickel, beaucoup d'alliage de titane. Globalement, c'est des métiers où on extrait des trucs de la terre avec beaucoup d'eau, beaucoup d'énergie. Et quand les mines sont vidées, on se barre et on laisse un grand trou. Ça, c'est notre métier de la tôle. Il n'y a pas beaucoup de métiers industriels qui soient extrêmement positifs environnementalement parlant. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est définitif. Et je pense que nos enjeux, et ça, oui, à notre échelle, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, ça peut être un impact minime, mais sauf qu'on est beaucoup. Et je pense que si on se pose tous les bonnes questions, on peut changer un petit peu la manière de faire notre boulot et consommer beaucoup moins, avoir un impact bien moindre. Et pour nous, ça va se traduire probablement par le recyclage des produits de nos clients. Aujourd'hui, quand nos clients cassent un produit, on est content parce qu'on en fabrique un nouveau. Et ça nous fait du business. Un échangeur thermique, une cheminée, un portique de métro, voilà. Ça, c'est la tôlerie. Demain, on pourra dire, attendez, renvoyez-le nous. On va organiser un démontage, remplacer que les pièces qui sont bonnes, que les pièces qui sont mauvaises, laisser les pièces bonnes, remettre le coup de peinture qu'il faut et vous redonner le produit. Vous verrez, il marche aussi bien. Et si on arrive à emmener nos clients dans ce type de business, alors peut-être que ça commencera à changer un peu. Alors justement, sur de nouveaux types de business, nouvelle usine. Ah oui, justement, pour répondre à ça, alors il y a ces enjeux de croissance. On a investi beaucoup et il y a une ambition. L'ambition, elle est liée à deux choses. Une envie de construire quelque chose, mais aussi avoir un impact le plus positif possible au niveau social et sociétal aussi. C'est-à-dire qu'on a des retours assez chouettes de ce qui se passe dans l'entreprise en termes de management, dans les engagements locaux. Et on se dit que si on est plus nombreux, on aura un impact pour plus de monde. Donc ça, c'est une croyance en tout cas. Donc on veut grandir, nos clients attendent de nous qu'on grandisse et on sait que notre business, notre marché, il est en train de se concentrer. Tous les acteurs qui font de petite taille, ils vont se faire racheter. Et moi, j'ai bien envie de continuer à grandir et peut-être en racheter d'autres. Donc, on va le faire et on a un projet de construction d'usine pour début 2025 dans lequel on a deux enjeux forts. Celui que je viens de décrire, c'est avoir de la place pour faire autrement notre métier. La deuxième chose, c'est on travaille avec un ESAT, un atelier de personnes en situation de handicap, qui pourrait peut-être, si le département l'accepte, s'installer chez nous pour faire leur production. Donc il y aurait deux entreprises dans une même usine et qui permettrait l'inclusion des personnes dans une entreprise standard, tout en ayant l'encadrement adapté à côté. Et puis on partagerait les lieux communs. Pour l'instant, ça s'appelle un rêve. On dit que la différence entre un rêve et un projet, c'est une date. On a la date, mais on n'a pas encore l'accord des gens concernés. En fait, ça fait partie de la liste au Père Noël. Ça fait partie de la liste au Père Noël et ça fait vibrer un peu émotionnellement encore là-dedans. Sandra, pour vous, donc j'avais envie de vous poser la question, c'est quoi le bon profil de l'ingé qui doit venir chez ST? Vous recherchez quoi là? Alors, comme je le disais tout à l'heure, hein, les postes sont vraiment très variés. Donc, je dirais qu'il n'y a pas un profil, bien évidemment. On n'embauche pas le même profil pour un ingénieur qui va faire du design, de la R&D, qu'un ingénieur qui va manager des équipes de production, hein, bien évidemment. Mais j'ai envie de dire que les métiers sont tellement diversifiés que tout type de profil peut trouver sa place chez nous, très clairement. Donc voilà, s'il y a des jeunes diplômés qui nous écoutent aujourd'hui, le volume de recrutement sur ST en France et à Crolles en particulier est important. Et encore une fois, tout type de postes seront à pourvoir dans les mois qui viennent.
Donc n'hésitez pas à nous contacter. Je pense je pense pas, je suis sûre, on a déjà un stand ici. Et puis bien évidemment, les réseaux permettent de pouvoir candidater de manière libre. Alors là, on est en train d'arriver dans la dernière partie de cette discussion un petit peu libre. J'ai envie de laisser aussi la parole au public qui nous accompagne. Alors, je sais que la première question est toujours plus compliquée, mais n'hésitez pas. Est-ce que quelqu'un a une première question? Mademoiselle? Tenez. Merci Romain. Bonjour. Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, donc moi je suis Léna Taillard, je travaille chez TechTeam. On est un cabinet de conseil pour les sociétés industrielles. On a des outils notamment de simulation de flux, ça devrait vous parler un petit peu. Voilà, planification, on fait du conseil amont jusqu'à l'excellence opérationnelle. Donc voilà, j'avais une petite question pour Romain. Par rapport à votre stratégie managériale d'impliquer les salariés, comment ça se passe concrètement? Vous faites le suivi, parce que vous avez commencé comme ça, vous avez débuté en incluant vos salariés, mais au quotidien, comment est-ce que vous gérez cette stratégie managériale? Alors, merci. Au quotidien, en fait, il y a des lieux de rendez-vous précis. Ça démarre le lundi matin. Alors maintenant qu'il y a 2 entreprises, moi je fais un lundi matin sur 2. Ou quand je suis là, c'est juste pour donner de l'information globale d'entreprise. Et puis je rends compte aussi un petit peu de mon activité, de mon agenda, etc. Donc, mais il y a une directrice d'usine qui organise un point tous les matins. Enfin, une directrice d'un côté, un directeur de l'autre. Tous les lundis matins, il y a une météo globale, comment on se sent. Donc, ça s'appelle une inclusion. Comment on le gère, comment ça se passe. Un point sur les difficultés rencontrées la semaine précédente et les réussites. Et une grande valorisation des comportements qu'on a appréciés. Pas au niveau managérial, les uns vis-à-vis des autres. Alors ça a évidemment démarré par quand il y avait des choses positives, moi je les disais. Et aujourd'hui, quand il y a des choses positives, c'est eux qui le disent en fait. Ils se congratulent les uns les autres assez naturellement, en disant c'était cool la semaine dernière, tu m'as aidé à remplir le camion alors que je galérais. Franchement, merci beaucoup. Ça s'arrête là, ça prend quelques minutes. Après, il y a un point sur les priorités de la semaine. Et aujourd'hui, il n'y a plus de chef de prod, chef d'atelier. Donc on a une transmission des OF sur les postes de travail, des ordres de fabrication sur les postes de travail. Et chacun s'organise pour livrer les produits à son client interne, au suivant, à la date qui est prévue. Donc le matin, chacun sait, et la veille en fait, chacun sait ce qu'il va faire le lendemain. Et, que ce soit au niveau des machines de découpe, du pliage, du soudage, des opérations de finition, de l'emballage. Il y a des choix à faire toute la journée dans un atelier. Qu'est-ce que je fais? On est sous-traitant, donc on a une cinquantaine de livraisons différentes chaque jour. Donc les salariés doivent faire des choix. Et la demande qu'on leur a faite, c'est si vous savez pas, si vous hésitez, en fait, vous discutez avec les autres. Et si vous êtes sûr, vous discutez avec les autres. Parce qu'en fait, chaque décision, on part du principe qu'une décision seule est toujours une décision qui a plus de chances d'être mauvaise. Donc finalement, je parlais du droit à l'erreur. S'il se trompe, c'est pas grave, il a voulu bien faire. Mais s'il se trompe alors qu'il n'a pas discuté avec d'autres ou avec l'équipe support, il y a une faute. C'est plus une erreur, ça s'appelle une faute. Donc si ça se reproduit, ça devient sanctionnable et sanctionné. Donc concrètement, c'est ça. C'est des points qui sont très clairs où on exprime un petit peu les besoins, les attentes, les réussites, les échecs. Et puis une organisation avec beaucoup de communication. Là, on va expérimenter des nouvelles choses avec des cercles de responsabilité en lien direct avec les clients pour voir si ça peut être encore plus performant. Donc, il n'y a pas de modèle figé et on essaye des nouvelles choses. Là, on est ici sur le salon, on prépare les investissements de la nouvelle usine. On a des budgets, c'est un projet à 7-8 millions d'euros, dont 3 millions d'investissements productifs. Vous allez devenir la personne la plus convoitée du salon. Alors ça va, c'est 2025. Les gens ici, ils veulent des commandes pour 2023. Ça va. Pour l'instant, ils savent que. Nous, on veut bien des commandes pour 2025.
Et on a déjà fait lancer la partie digitalisation, organisation des flux. Mais on doit toujours s'améliorer, on peut échanger. Donc voilà. Mais à chaque fois, c'est des groupes de projets. Et quand tout le monde est invité à se présenter dans un groupe de travail, et en fait, tout le monde n'y va pas parce que tout le monde n'a pas envie. Par contre, on considère que celui qui ne s'est pas présenté, il délègue au groupe de travail. Et c'est exprimé, ce n'est pas un non-dit. C'est clair et factuel. En gros, je ne suis pas au groupe de travail, donc je délègue la responsabilité du choix, de la décision. Et ça fait qu'on n'a pas de problème d'adoption des nouvelles machines. Donc le nouveau souffle, il prend véritablement à chaque investissement. Très intéressant, merci. Deuxième question. C'est gentil de passer le micro. Bonjour, Sophie Berthet, je suis responsable industrielle pour EDF Hydro. Et j'ai trouvé vos témoignages très très inspirants. Et effectivement, la difficulté qu'on a sur les territoires, pour nous et pour nos sous-traitants, c'est le recrutement. Hein. Et c'était pour savoir si dans le cadre plus général, comment vous recrutez de façon peut-être atypique. Alors le terme n'est pas forcément le même, vers des profils, on a parlé les profils féminins qui ont du mal, étant marraine elle bouge, ça me parle un peu. Il y a les profils, on a parlé des ESAT. Comment vous intégrez toute cette manne de recrutement atypique qui demande peut-être des formations, de l'accompagnement, mais qui est très très motivée dans votre réindustrialisation? Alors peut-être quelques éléments. Tout à l'heure, on a parlé de job dating. Alors c'est vrai qu'on l'a fait 2 fois, mais c'était quand même un peu atypique quand on l'a fait. Avec EDF Hydro également. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Alors effectivement, vous parliez de formation. C'est aussi une initiative qu'on a menée et on a mis en place en 2022. D'ailleurs, ça a été pas mal communiqué. Une formation, en fait, c'est-à-dire qu'on recrute des personnes et notamment pour des postes de techniciens et techniciens de maintenance en particulier, sur lesquels on a pas mal de difficultés à trouver des profils adéquats. Donc on a décidé en fait de faire une école, ST, en association avec un lycée grenoblois, de manière à former nos propres techniciens. En coopération avec ce lycée, donc sur des jeunes qui rentrent avec le bac, avec pas forcément une formation technique d'ailleurs, et qu'on forme en alternance chez nous et avec le lycée. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a lancé à la fin de l'année 2022 et sur lequel on porte pas mal d'ambition, plutôt pour les techniciens. Voilà, donc après... Combien vous en avez là de jeunes comme ça en formation? Alors ça, je ne vous dirai pas le nombre. La première promotion, on a lancé la première promotion cette année. Je ne sais pas exactement, je pense que ça doit être une 20aine ou une 30aine de personnes. Alors je ne sais pas si c'est atypique. En tout cas, on a un processus. Il y a 2 choses. Il y a la partie du processus de recrutement qui nous permet d'intégrer un peu plus facilement les personnes. On a les personnes qui viennent pour un entretien, ils sont accueillis par des salariés de l'entreprise. Ils font le tour d'usine pour que la découverte de l'entreprise elle soit faite avec leurs futurs collègues. Et que leurs futurs collègues, les gens ne veulent pas choisir si les personnes vont venir ou pas venir. Par contre, ils peuvent dire quand ils ont un super mauvais feeling, ils disent non, là, moi je ne me vois pas bosser avec cette personne. Et sur une centaine de personnes rencontrées en 5 ans, c'est arrivé une fois. Donc du coup, ça permet quand même d'avoir un premier contact avec ses collègues, en fait. Et ça, pour nous, c'est important que la personne puisse se projeter, pas avec son manager, avec l'environnement global, mais avec ses collègues. Donc ça, systématiquement, il y a un tour de l'entreprise, et puis il y a l'observation réciproque, les questions posées, etc. Et sans feedback de ce qui s'est dit auprès des managers et du recrutement. C'est-à-dire que c'est juste, ça s'est bien passé, oui, ok, cool. Tu te vois bosser avec eux, oui, ok, voilà. Ça s'arrête là. Et après, on a des systèmes de recrutement un peu classiques. Maintenant, sur comment est-ce qu'on ouvre des portes, on a parlé de la question du handicap, on fait les duo days tous les ans, donc on a des personnes en situation de handicap qui viennent découvrir l'entreprise. Ça débouche sur des stages. À ce stade, ça n'a pas débouché sur des recrutements.
On est aussi, il se trouve qu'on est proche de certaines associations d'accueil de migrants et que c'est des personnes en grande vulnérabilité qui ont parfois la possibilité de travailler. Donc quand ils ont la possibilité de travailler, on offre les possibilités de le faire quand on a des besoins. On peut aider pour les démarches, etc. Et puis là, on s'est rapproché d'une association qui touche les personnes extrêmement éloignées de l'emploi. Voilà, c'est les territoires zéro chômeur. Là. Donc on va discuter avec eux pour savoir si on peut donner envie à des gens qui sont soi-disant pas adaptés au travail, de redonner le goût du travail. En tout cas, l'ambition est là. Maintenant, on a aussi des super profils qui viennent. Je ne dis pas qu'ils sont pas super, attention. On a des profils standards qui viennent et qu'on a recrutés aussi par des voies plus classiques. Oui, j'ajoute aussi que parfois, les personnes se mettent des freins en fait, par rapport à leur profil, en pensant qu'une entreprise comme ST Microelectronics, il faut être technique pour venir y travailler. Et c'est pour ça qu'on on a fait ce processus de formation, d'accompagnement pour des gens qui n'ont pas un profil technique, mais je dirais aussi, et notamment on coopère avec certains dispositifs comme Passerelle qui permet des carrières, enfin des reconversions professionnelles sur des gens qui n'ont pas du tout un profil technique. Mais en dehors de ça, sur des postes d'opérateurs en salle blanche, la formation interne que l'on donne aux personnes permet d'accueillir des gens qui n'ont pas une formation ou un profil technique ou une expérience technique à la base. Donc on fait aussi des efforts pour communiquer sur ça et sur de dire que toutes les personnes qui ont envie de travailler en équipe, qui ont un esprit d'équipe, qui sont pragmatiques et qui sont dynamiques, on leur fournira la formation qui permette de s'intégrer dans notre entreprise. Et je pense qu'on a un effort aussi à faire pour communiquer sur ça, parce que les gens ne sont pas toujours au courant et se mettent eux-mêmes des freins dans les candidatures. Petite dernière question, très rapide. Et on devra rendre l'antenne d'ici... Monsieur. Merci pour l'intervention. Moi, je suis directeur général dans une moyenne entreprise en Algérie. Et donc, on a un problème. Moi, je ne connais pas l'environnement industriel de France. Mais le problème qui se pose au niveau d'Algérie, on a un problème entre l'old school et la new generation, millennium. Donc, le old school, ils ont des valeurs, ils sont méthodiques. Et la nouvelle génération, ils sont plus technologie, équipement et outils. Comment vous faites réellement pour connecter les deux générations sans rire? Voilà, merci. Et cela en 3 minutes. Alors, en 1 minute pour moi. On fait ce qu'on peut, d'abord. Alors, du coup, à la taille d'une PME, et puis après, il y aura une autre réponse. Avec le modèle qu'on propose, il y a vraiment petit à petit la culture qui s'est insérée chez les anciens comme chez les jeunes, que l'autre est une richesse. Et à partir de là, en fait, on casse énormément d'a priori. Mais ça suppose une humilité de tous, à tous les instants. Et donc, en fait, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se la raconte trop, que ce soit dans sa technique à l'ancienne ou dans son attitude de jeune, on se fait ramener les pieds sur terre. Et je m'inclus dans le on aussi. Donc, pour nous, c'est vraiment une culture d'entreprise où l'autre est une richesse. Sandra. Oui, alors je rajouterais qu'effectivement, on est aussi confronté à cet enjeu, très clairement. Donc chez nous, on a choisi, on a plusieurs axes. Donc d'abord, on a créé un réseau, ce qu'on appelle de blossomers, donc c'est des gens de la jeune génération, et qu'on a décidé d'impliquer en fait dans les décisions autour, par exemple, on a organisé les 30 ans du site l'année dernière, qui a fait l'objet de multiples événements. Donc on a fait participer ces jeunes et des moins jeunes à travailler ensemble autour de la réalisation, de la mise en place d'actions, alors qui peuvent porter sur l'aménagement du site par exemple, et donc de les faire travailler ensemble. Ensuite, de manière un petit peu plus pragmatique, il y a la question de la transmission du savoir des anciens.
et de ceux qui vont bientôt nous quitter pour une retraite bien méritée. Et donc là aussi, on essaye de les mettre à contribution et d'accompagner justement ces jeunes de manière individuelle, hein, dans une espèce de tutorat pour pouvoir faire travailler ces deux générations ensemble. Et je vous rejoins assez en disant qu'effectivement cette notion de respect de l'autre et de penser et d'être convaincu qu'il y a de la richesse dans les expériences des jeunes et des moins jeunes, ça casse pas mal de barrières aussi. Dernier petit mot. Vraiment Allez. 10 secondes, un truc concret qu'on a mis en place seulement cette année, c'est les jeunes en alternance et les jeunes qui rentrent, ils font une demi-journée en binôme, où là, ils sont vraiment dans l'apprentissage, et une demi-journée où ils doivent faire du boulot un peu, les boulots qu'on appelle les boulots de merde. Et les anciens, ils aiment bien ça, voir les jeunes en chier un petit peu. Et en même temps, du coup, ils sont très ouverts pour leur transmettre. Voilà. Et le temps de demi-journée, ça passe assez bien. Un grand merci à Sandra Levasseur et Romain de Tellier pour vos témoignages plus qu'intéressants. On peut les applaudir. Merci encore. Merci. Merci Eric. Et je laisse la place à la prochaine conférence.